Bienvenue, bonjour à tous et merci de nous préférer. C'est bien Matin d'Éden qui a droit de citer et c'est 2 heures d'information et des rubriques pour célébrer l'Eucharistie de la bonne humeur. Nous sommes le 27 octobre 2017, c'est bien la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Vous aurez des détails bien à propos dans le bulletin d'information et dans nos différentes grandes éditions d'information. À suivre dans ce numéro de Matin d'Éden, les titres des quotidiens qui ne sont pas venus ce matin. Une présentation de Ibrahim Rounam. Le bulletin d'information sera présenté par Fréjus Séoulan à Donon, Bilal. Et puis le débat Faire croiser qui sera suivi d'autres grandes rubriques telles Les clés du monde où James William Baguidi se propose d'aborder Antonio Guterres en Centrafrique, bien évidemment. La visite d'Antonio Guterres en Centrafrique et qu'il qualifie bien évidemment d'une visite pour rien. Il nous dira justement, il ne qualifie pas, il se pose la question, c'est une interrogation. Est-ce une visite pour rien ? Il nous le dira dans les clés du monde du sport. Vous n'en aurez pas comme depuis quelques jours. Rendez-vous la semaine prochaine pour la chronique sportive avec Judicaël Polika-Païdino qui est quelque peu indisponible. Il nous rejoindra dans les tout prochains jours. Voilà pour l'essentiel à retenir pour l'ossature de ce numéro de Matin d'Éden pour le compte de ce vendredi 27 octobre 2017. Et c'est Ibrahim Rounam qui ouvre le bal. Bonjour à vous, Ibrahim. Bonjour, Loris Freddy Davon. Les titres des quotidiens. Madame, Monsieur, bonjour et merci de toujours prendre le rendez-vous de la une des journaux sur Eden TV et Diaspora FM. Nous démarrons cette revue par le quotidien du service public La Nation avec cette information à la manchette, rentrée judiciaire de la Cour suprême, l'obligation de réserve du magistrat en question. La Cour suprême a effectué ce jeudi 26 octobre sa rentrée judiciaire au titre de l'année 2017-2018 autour du thème l'obligation de réserve du magistrat. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État, Patrice Talon, président du Conseil supérieur de la magistrature. Les détails de cet article sont à lire en page 3 du quotidien La Nation. Et puis, autre information développée par le Canard, Assemblée nationale, la session budgétaire s'ouvre. Marché de gros du Grand Nokoué d'Antokpa ne sera pas délocalisé. Lire la Vox Populi en page 8 et 9 du quotidien. Et puis, Cour suprême, 52 députés n'ont pas déclaré leur bien. 52 députés n'ont pas déclaré leur bien. La nouvelle tribune à présent. La nouvelle tribune revient sur l'affaire des 18 kg de cocaïne un an après le film de l'arrestation de Sébastien Ajavon. Le journal vous propose donc le film de l'arrestation de Sébastien Ajavon. Et puis les témoignages de ses proches sont bien sûr contenus dans la parution nouvelle tribune de ce vendredi. Et puis mise en œuvre du RAVIP, les zones de recensement de l'Atlantique et du littoral sont contenus dans la parution en page 11 et 12. Et puis développement des filières anacarde et carité au Bénin, le programme CEA lancé pour renforcer les actions entre l'État et les acteurs. La nouvelle tribune cède place au quotidien Fraternité qui écrit rentrée judiciaire à la Cour suprême. Talon prône une justice de qualité. L'intégralité de son discours est bien sûr contenue en page 2 et 6 du quotidien. Deuxième session ordinaire du Parlement, Adrien Hongbeji invite ses collègues à se pencher sur la réforme du système partisan. Adrien Hongbeji invite ses collègues à se pencher sur la réforme du système partisan. Matin libre à présent, matin libre, remaniement ministériel. Kassa bloque le nouveau gouvernement. Cette information est développée par le quotidien Matin Libre. Allez et lisez donc en page 3 pour en savoir davantage. Ennui au richissime Oloye et à Javon sous la rupture. Le PRD sur un boulevard ouvert, c'est une interrogation que propose le quotidien. Ennui au richissime Oloye et à Javon sous la rupture. Le PRD sous un boulevard ouvert.
médias au Bénin, non au piratage des fréquences. Mise au point ou mise en œuvre du RAVIP, comment s'enregistrer et se faire recenser. Cette information est contenue à la page 5 du quotidien Matin Libre qui cède place au quotidien L'événement précis, réforme du système partisan au Bénin. Maître Mbedji promet le soutien du Parlement. Lire l'intégralité du discours du président. Il annonce une session passablement chargée et quelques points inscrits à l'ordre du jour sont bien sûr contenus en page 6 et 7 du quotidien L'événement précis. Audit du SPMP au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Mauvaise gestion de 2,5 milliards. Talon engage des sanctions contre les coupables. Distinction au sein des universités d'Afrique. Le journal nous informe que Brice Sinsin est reconnu meilleur gestionnaire. Brice Sinsin reconnu meilleur gestionnaire. Piratage des fréquences de radio. L'honorable Guy Mitopé interpelle le gouvernement sur le cas Soleil FM. Et puis, ouverture de la rentrée judiciaire 2017-2018, Patrice Talon s'engage à renforcer le pouvoir judiciaire à travers la réforme constitutionnelle. Le challenge qui s'installe maintenant, Anselme Amoussou, à propos du recensement administratif initial à vocation d'identification de la population. Le RAVIP est globalisant et va au-delà d'une liste électorale. Le RAVIP est globalisant et va au-delà d'une liste électorale. Examen à l'Assemblée nationale de la loi des finances gestion 2018, Adrien Mbedji reconnaît le dépôt à bonne date du projet. Le gouvernement Talon innove et rompt avec l'ancien système. On quitte le challenge pour l'autre vision. Mobilisation pour la réalisation du RAVIP. La CSA Bénin indique la voie républicaine à suivre aux travailleurs béninois. Anselme Amoussou désapprouve la fronde organisée autour de cette opération pourtant légale. Autre information, lutte contre la crise énergétique au Bénin. Patrice Talon multiplie les stratégies pour la satisfaction de ses concitoyens. Un domaine de 3,5 hectares en cours d'acquisition pour l'extension du réseau de Maria Gleta. Assemblée nationale, la deuxième session ordinaire de l'année ouverte hier. Brouillage de la fréquence de Soleil FM, le CNPA Bénin dénonce une atteinte à la liberté de presse. Des actions d'envergure en perspective contre le bâillonnement de la presse. Le potentiel à présent fronde contre le RAVIP. La CSA dit niet à la manipulation politique. La CSA dit niet à la manipulation politique. Et puis, Conseil des ministres, un scandale de 2,5 milliards éclabousse la DGO sous Yahi. Et puis, discours du chef de l'État à l'occasion de la rentrée judiciaire de la Cour suprême. Talon appelle à une justice plus crédible. Talon appelle à une justice plus crédible. Nous quittons la rédaction du potentiel pour celle du quotidien Nord-Sud, quotidien fourniture de l'énergie électrique. Le gouvernement abat une autre carte pour juguler la crise. Fourniture de l'énergie électrique, le gouvernement abat une autre carte pour juguler la crise. Et puis perturbation de Soleil FM, le CNPA s'indigne. Consolidation, une autre information bien sûr développée par le quotidien, consolidation de la démocratie, la réforme du système partisan comme socle, j'allais dire, selon Mbedji. La réforme du système partisan comme socle, selon Mbedji. Le télégramme à présent, nomination en conseil des ministres, Dieudonné Bléossi Darou, nouveau DG de la Caisse autonome d'amortissement. Ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Mbedji réaffirme la nécessité de renforcer ou de réformer, j'allais dire, le système partisan béninois. Et puis l'autre lutte contre le trafic des produits pétroliers et frelatés. Toboula interdit la circulation du Bayor dans la ville de Cotonou. Toboula interdit la circulation du Bayor dans la ville de Cotonou. On poursuit cette revue de ce qui a fait l'actualité avec le quotidien L'actualité, bien sûr. Acquisition d'un domaine complémentaire de plus de 3,5 hectares au profit du site de Maria Gleta. Le gouvernement déterminé à accroître l'offre d'énergie électrique au Bénin. Le gouvernement déterminé à accroître l'offre d'énergie électrique au Bénin. Et puis réussite de la mission
de la CCIB, engagement renouvelé de Sativi et ses pairs. Un bilan à mi-parcours qui force l'administration selon le quotidien L'actualité. Nous mettons un terme à tout ceci avec le quotidien Le Meilleur, ouverture de la deuxième session ordinaire de 2017 à l'Assemblée nationale. Le président Adrien Ngbeji invite les députés à l'assiduité et au discernement. Le président Adrien Ngbeji invite les députés à l'assiduité et au discernement. Et puis, crise au sein du conseil communal de Lokossa. Le député Dapé Soussou invite les protagonistes au calme. C'est sur cette information que nous allons mettre un terme à la revue de ce qui a fait l'actualité dans les canards parus ce vendredi pour le compte de cette semaine. Loris Freddy Davor, à vous. Oui, il est un titre quelque peu, je dirais, insolite, dont vous et moi, nous ne savons rien. Mais on note tout de même que le député Kassa devient de plus en plus fort. Non, mais il paraît qu'à lui seul, il bloque le gouvernement ministériel. En tout cas, c'est le journal qui a certainement mené ces investigations. Et pour savoir ce dont il est exactement question, il faut aller lire l'article comme lire le document, le journal. Et de l'insomnie maintenant pour les vendeurs de l'essence frelatée. Ah oui, Toboula qui interdit maintenant la circulation de l'essence frelatée. Je crois aussi que c'est une mesure pour quand même permettre à ce que la ville soit assainie et pour une certaine sécurité au niveau pour les concitoyens que nous sommes. Parce que vous le savez, il y a des cas d'accidents qui sont souvent notés, qui sont occasionnés par ces tricycles, comme l'a appelé quelqu'un, c'est des bombes, des bombes en circulation. Nous les côtoyons chaque jour. Des bombes ambulantes. Et puis c'est pas du tout bien, c'est des bombes ambulantes. Et donc, il faut quand même réguler le secteur. C'est vrai, s'il n'y a pas un palliatif pour quand même essayer d'instaurer ou de créer des mini-stations, je crois interdire ou réglementer le secteur avec bien sûr des horaires de circulation ou quand même qu'il y ait une certaine sécurité. Je crois que c'est à saluer. Je crois que c'est pas une action qui est dressée contre Inks, c'est bien pour la sécurité des populations que nous sommes. Et cette décision suscitera sûrement des réactions. Bien sûr, nous allons on le saura. Vous allez voir. Vous savez, c'est ce qui est déplorable. Quand il y a une décision, on n'arrive pas à voir le côté positif de la chose. Et tout de suite, on pense à une action politique ou politicienne organisée contre une corporation, contre un camp. Voilà, et ce n'est toujours pas ça. Et je voudrais inviter tout un chacun, en tout cas de la retenue, et à ce qu'on puisse penser quand même le bonheur qu'on puisse penser à nous-mêmes notre propre bonheur. Voilà. Et c'est vendredi, et à vous voir, vous habiller, on se comprend à demi-mot. Je vous souhaite bonne prière de vendredi, Ibrahim Ourouna. Merci beaucoup, Loris Freddy Davor. Bonne prière à vous également, et à tous les fidèles musulmans. D'accord, je n'en suis pas un. On va ouvrir maintenant le bulletin d'information, mais avant, moi je vous souffle que vous suivrez dans la suite de cette émission, dans le débat Faire croiser, le traitement de l'information sous l'aide de la rupture. Comme invité, c'est Brice Ogoubi qui sera face à Peggy Ludovic Dagba. Et puis l'autre grand moment d'échange, c'est justement sur les clés du monde avec James William Baguidi qui se propose d'aborder la visite de Antonio Guterres en Centrafrique. Est-ce une visite pour rien? Il va y répondre en toute fin d'émission. On ouvre maintenant le bulletin d'information. Fréjus Séolan, ouverture ce jeudi à l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire de l'année 2017. La deuxième session ordinaire de l'année 2017 a été ouverte au Parlement ce jeudi. Plusieurs points sont à l'ordre du jour. L'observation principale a été pour le président de l'institution parlementaire de se prononcer sur le système partisan au Bénin, ou plutôt sur la réforme du système partisan. Le point de cette session budgétaire avec notre correspondant des départements de l'Ouémé et du Plateau, Amen Didier Rompenouji et Romaric Devochi. L'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année 2017 à l'Assemblée nationale a connu la présence des membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités au Bénin, des présidents des institutions de la République, des têtes couronnées et leaders religieux à divers niveaux. Le président de l'institution parlementaire, Maître Adrien Ngbeji,
après avoir procédé à la vérification du quorum, a salué les députés pour leur sens aigu de l'accomplissement du devoir républicain qui fait qu'il n'y a plus de vacances parlementaires. Maître Adrien Ngwedi a rappelé que cette session dite budgétaire sera consacrée essentiellement au projet de budget de l'État gestion 2018, dont le texte a été transmis à temps au Parlement par le gouvernement. Il n'a pas manqué d'énumérer quelques points importants inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire. Nous ferons cet examen avec le plus grand sérieux. Il s'agira pour nous de savoir si la qualité des dépenses publiques, au-delà de leur quantité, répond efficacement aux besoins actuels de notre pays et anticipe ces défis à moyen et à long terme. L'autre point fort du discours du président de l'Assemblée nationale est relatif au système partisan national qui comporte assez de tares dont il va falloir que l'on réfléchisse là-dessus pour aboutir à la constitution de grands blocs politiques financés désormais par l'État. Maître Adrien Ngwedi se veut plus précis. Au cours de chacun des 6 scrutins présidentiels organisés depuis 1991, les électeurs ont constamment accordé leur suffrage à des acteurs non partisans, à des projets de société portés par ce que certains ont appelé des oiseaux rares. Ce constat est sujet à interrogation, car le fonctionnement des démocraties modernes et l'animation de la vie publique reposent sur l'activité des partis politiques consacrée par l'article 5 de la Constitution. Il est impérieux que l'Assemblée nationale prenne des initiatives courageuses sur le plan législatif pour entreprendre des réformes pertinentes qui favorisent l'émergence de grands partis politiques qui assurent un financement public adéquat et non des financements occultes, qui assurent le contrôle des activités des partis, qui donnent plus de chances aux femmes et aux jeunes et qui mettent un terme au nomadisme et à la transhumance politique. Chers collègues, c'est le lieu de saluer la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a placé aux premières loges des réformes politiques et institutionnelles le renforcement du système partisan et le financement des partis politiques. C'est donc parti pour environ 3 mois d'intenses activités parlementaires qui mettront au travail députés, cadres de l'administration parlementaire et membres du gouvernement. Poursuit ce point de l'actualité. Fréjus Seblanc, nous restons encore une fois au Parlement. Après l'ouverture solennelle de cette deuxième session ordinaire, plusieurs députés ont donné leur impression sur la nécessité de constituer des grands regroupements politiques pour améliorer le système partisan. On les écoute. Le discours du président de l'Assemblée a retracé des grands points et parmi ces grands points, nous pouvons retenir le système partisan, notre système partisan qui a des tares qu'il faut corriger. Alors je suis d'avis avec lui parce que, comme le chef de l'État a dit, il a souhaité à ce qu'on fasse quand même un bloc et pour que ce soit le gouvernement qui finance ce bloc. Si le gouvernement finance ce bloc, effectivement, il n'y aura plus de transhumance parce que les gens n'auront plus recours à des hommes d'affaires qui vont les manipuler après. Il a parlé aussi des femmes en politique. Il faut cette ouverture-là. Il ne faut pas que nos sœurs fuient la chose politique. On ne peut pas laisser le pays aux hommes seuls. Pourquoi? C'est pour ça que moi je continue. L'heure a sonné aujourd'hui pour aller au grand regroupement. Au grand regroupement, ça permettra donc à l'État de connaître les vrais acteurs politiques et de pouvoir procéder au financement des partis politiques. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun financement des partis politiques, donc les politiciens ils comptent sur leurs propres efforts, sur leurs moyens. Et si c'est comme ça, ce n'est que les riches qui pourraient se faire élire. C'est ça que nous devons combattre.
Parce que pour le moment, vous-même, vous voyez que ce n'est pas seulement celui qui est riche qui peut diriger le pays. Ce n'est pas seulement celui qui est riche qui a les bonnes idées. Donc nous devons combattre ça et nous devons permettre au gouvernement donc, de financer les partis politiques et ça permettra la libre expression donc, des citoyens. Avec la multiplicité des partis politiques qu'on va qualifier de clubs électoraux, on ne peut pas aspirer à un développement. Je pense que 2 à 3 grands regroupements, pourquoi même pas 2? Et là, nous allons éviter le régionalisme, surtout le régionalisme. Et je pense que comme ça, notre démocratie va se comporter bien. Et à l'entame de cette tranche d'antenne, aujourd'hui, 27 octobre 2017, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. C'est en 2007 que cette journée mondiale a été instituée par l'UNESCO pour être commémorée chaque 27 octobre. Objectif, mener des réflexions sur la conservation des archives audiovisuelles. Cette année, le thème de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel est « Découvrir, se souvenir et partager ». Eh bien, ici à Eden, on se souvient et on partage avec vous notre reportage sur l'état des archives en 2016. Découvrez plutôt ce document d'archives avec Antoinette Sabou. Je peux vous dire qu'il m'est déjà arrivé de m'arracher les cheveux lorsque je me retrouve face à des situations. Illustrer un élément présent demande un petit saut rapide en arrière pour puiser dans des images pas si vieilles que ça et qu'on ne retrouve plus. La perte des informations, comme l'a souligné ce journaliste, est récurrente dans le monde des médias. Face au risque croissant de disparition des documents audiovisuels, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a adopté en 1980 la célébration d'une journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Ceci pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement. Malgré cette avancée, le patrimoine audiovisuel africain serait en danger. Les spécialistes disent que le 20e siècle et le 21e siècle rassemblent à eux seuls 200 millions d'heures de patrimoine. Et il se fait que 80% de cette quantité-là est en danger. Et ces 80% malheureusement se trouvent en Afrique. Ça pose le problème de leur conservation, ça pose le problème de leur prise en charge. Au Bénin, les chaînes audiovisuelles publiques comme privées ont chacune leur méthode de stockage en fonction de leurs moyens. Un archiviste explique le processus d'archivage des documents audiovisuels. Dès qu'un élément a été diffusé ou bien dès qu'on diffuse l'élément, nous avions un logiciel qui nous permet d'enregistrer automatiquement les éléments. Donc la régie de diffusion est connectée à mon serveur de stockage ici et nous enregistrons tout en direct. Nous les encodons en MPEG 2 et en MPEG 4. On les envoie dans un logiciel qu'on appelle ME. Malgré que les éléments sont dans le serveur, nous les gravons encore sur DVD. On a numérisé beaucoup d'archives depuis 1982 à ce jour. Dans la sauvegarde des archives audiovisuelles, 2 aspects sont à prendre en compte selon Christian Nyakadia, journaliste à l'ORTB. Face au temps, aux intempéries, à la dégradation inévitable de la matière en elle-même, quelle option faire pour sauvegarder nos images, tout ce qui est patrimoine audiovisuel sur une longue durée? Lorsqu'on aura réussi à répondre à la question de l'option, on trouvera le moyen de financer cette option. Voilà, de mon point de vue, les grandes questions qui se posent à nous et qui nous rendent impuissants. L'archiviste et documentaliste Apollinaire Baguidi préconise ceci. Normalement, le processus de sauvegarde devrait d'abord démarrer par l'inventaire. Donc, je pense qu'après l'inventaire, il va falloir aller maintenant à la technologie et trouver les moyens de pouvoir accéder au contenu des documents qui sont en train de mourir à petit feu. Il faut pouvoir numériser, donc trouver les moyens techniques de numériser ces contenus et de les transférer maintenant, et c'est ça ce qui s'appelle en termes techniques la sauvegarde, de les transférer sur des supports plus pérennes. Et en ce moment-là, on pourra les communiquer.
Les archives audiovisuelles racontent les histoires de la vie et des cultures des peuples du monde entier. Il faut donc promouvoir et préserver le patrimoine audiovisuel pour faire en sorte qu'il soit accessible au public et aux générations futures. Lors de cette même journée mondiale du patrimoine de l'audiovisuel. Nous retrouvons Léopold Assoba, mais cette fois-ci pour le compte de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel de l'année 2017 avec un autre confrère de E-Télévision. Il nous parle de comment conserver les archives audiovisuelles. On les écoute. Le 27 octobre, à notre manière, soit les archives, soit on fait diffuser des archives audiovisuelles pour témoigner que aujourd'hui c'est cette journée, ou bien on fait peut-être une table ronde, on appelle certaines personnes ressources pour leur poser des questions par rapport à la gestion des archives audiovisuelles. Cette journée est célébrée tous les ans depuis 2007, est célébrée régulièrement à l'ORTB, surtout au Bénin ici. Les archives ne se portent pas totalement mieux, mais c'est mieux par rapport à ce que nous on était venus voir ici. Au niveau de l'ORTB, l'archivage consiste aujourd'hui à enregistrer tout ce qui se passe à l'antenne. On enregistre tout l'antenne. Même si nous sommes au bureau, mais nous ne sommes pas au bureau, on enregistre tout grâce à un logiciel approprié. Le lendemain, quand nous arrivons, nous archivons ce qui doit être archivé et nous rejetons ce qui ne doit pas être archivé. Et puis, je les coupe un à un et je mets ça dans notre serveur de stockage. Pour des événements de grande envergure, il faut certaines mémoires. Et c'est pour ce genre de mémoire qu'il y a l'archive. Ainsi, il y a eu la journée mondiale de l'archive. Mais l'archivage chez nous, au Bénin, ce n'est pas encore quelque chose qui est très connu ni très pris au sérieux par nos dirigeants et autres. Surtout sur l'archivage, c'est des sociétés qui s'en occupent. Il y a des sociétés qui sont spécialement installées pour s'occuper des archives numériques, comme au niveau de la télévision où nous sommes. Nous archivons nos éléments dans un serveur de 32 Tera. Et pour ce faire, on a besoin de certaines applications. Bon, nous travaillons avec le numérique. Avec le numérique, ça nous facilite pas mal de choses. Nous utilisons certaines applications comme Adobe Encoder qui nous permettent d'encoder les documents, les éléments, les roches sur certains formats qui pèsent moins afin de gagner d'espace et la qualité également. Et nous changeons maintenant de registre. Nous sommes au ministère de la Culture. L'homme d'affaires nigérien Olawanle Hakim Boboye est au Bénin. Il est au Bénin en effet depuis ce 25 octobre 2017 dans le cadre des projets de développement du tourisme dans notre pays. À cet effet, après avoir visité la ville de Cotonou et certains sites touristiques, il a eu une séance de travail avec le ministre du Tourisme et de la Culture Ange Nkwe. Séance au cours de laquelle Olawanle Hakim Boboye a exposé ses ambitions pour le Bénin, partant de son expérience avec le monde de l'audiovisuel. On écoute le ministre Ange Nkwe qui nous fait le point. Aujourd'hui, c'est un grand opérateur économique nigérien, un investisseur qui est arrivé et qui propose, n'est-ce pas, un certain nombre de projets. Et il faudrait que je rende hommage à notre ambassadrice, l'ambassadrice du Bénin à Abuja, qui a su faire toutes les démarches et qui nous aide beaucoup dans ce sens. Alors, ceci étant, ce monsieur qui est arrivé, son problème est notre problème. Le problème est le suivant, c'est qu'il faut faire venir le maximum de touristes nigériens au Bénin ici, et les week-ends, afin que le Bénin soit animé par le tourisme nigérien. Nous allons coupler à cela la culture, puisqu'on ne peut pas parler de tourisme sans culture. Nous allons donc en profiter aussi pour réveiller certaines salles de cinéma par rapport au programme, afin que les films nigériens et les films béninois soient projetés dans ces salles-là. Il faudrait que le maximum de manifestations pour attirer la clientèle nigériane soit faite afin que les Nigériens viennent en nombre. Et ceci, ça commencera à partir de la semaine prochaine. Et le 15 janvier prochain, il a été décidé que le grand lancement se fasse
en présence de toutes les autorités et de tout ce que nous avons comme crème d'investisseurs et autres qui sont au Bénin ici et au Nigeria. C'est ici que nous mettons un terme à ce point de l'actualité sur Matin d'Éden. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à vous. Merci Laurie Soyer d'avoir et merci aux téléspectateurs et auditeurs de Eden TV Diaspora FM pour la fidélité. Oui. Fréjus, vous n'allez pas partir sans suivre le conducteur de moto-taxi se prononcer sur un sujet assez exceptionnel. Il se prononce sur le mensonge comme élément prédominant quand un homme veut faire des avances à une femme. Je vous le présente le sujet de manière intégrale, tel que Aristide Setti nous l'a soumis. Eh bien, le conducteur de moto-taxi à Nantes, René Montan, il a 7 ans d'expérience dans le domaine. On suit, on vous aime. Maintenant, il y en a eu. J'ai commandé. Tous les gars ici maintenant. On m'appelle Montan René. Ah bon, ça fait au moins 7 ans comme ça. Ah, le mensonge là, pour les jeunes et pour les jeunes filles aussi. C'est parce que tout ça là, ce n'est pas leur faute aujourd'hui le pays, la manière donc le pays, il n'y a rien, il n'y a pas le boulot, il n'y a pas l'argent dans le pays. C'est ça que nos jeunes, nos soeurs, pour avoir les copines, c'est ça. Non, c'est pas bon. Moi qui suis ici, moi j'ai 2 femmes. Mais 2 femmes là, je les ai tout dotées. Je n'ai pas menti. Mais mentir pour notre enfants, les filles, c'est pas bon. C'est pas bon de mentir pour draguer les filles. C'est pas bon. Recherchez une école de formation dans les métiers du cinéma et de la télévision. Une seule adresse, l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, le premier campus africain de l'image et du son, forme pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie audiovisuelle, de licence et master professionnels dans les filières innovantes de journalisme audiovisuel, réalisation cinéma et TV, image et lumière, son et mixage, montage et post-production, gestion de la production, ingénierie et exploitation des équipements. Avec le diplôme accrédité à l'international, l'accompagnement de la FOSICA vous assure une brillante carrière dans les métiers du cinéma et de la télévision. À l'ISMA, formation de qualité et innovation pour l'employabilité, c'est notre priorité. Rejoignez-nous sur notre site web www.isma-benin.org ou sur notre page Facebook ISMA Bénin. Contact 00229 97 27 49 49 00229 95 49 11 11. L'audiovisuel, un métier d'avenir.
Chers parents, chers compatriotes, la fois dernière, nous sommes réunis ici. Je voudrais vous demander, comme on le dit très souvent, la répétition est pédagogique. Je voudrais vous demander de me rappeler de quoi nous avions eu à parler. Oui, Tata Monique. Merci, monsieur le CA. La dernière fois, on a eu à discuter à propos du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Alors, c'est cette bonne nouvelle que je vous amène aujourd'hui. Cette opération démarre le 1er novembre 2017. Une fois que tu te fais identifier, tu auras un numéro personnel d'identification jusqu'à ta mort. Et ce numéro sera inscrit à une carte qui serait une carte unique pour toi. Quels seraient alors les avantages de cette carte unique? Les avantages de cette carte unique sont nombreux. Cette carte unique rend désormais notre état civil modernisé et fiable. Avec la carte unique, la prise en charge sanitaire est efficace et rapide. Nous pouvons désormais faire des services à distance avec notre carte unique. Avec la permission aussi du CA, je voudrais ajouter que cette carte unique nous permettra de sécuriser nos parcelles. Et aussi, l'acte de naissance, la carte d'identité, le permis de conduire sont en eux grâce à la carte unique. Ainsi, fini les tracasseries administratives. Moi, je voudrais donc ajouter que plus nous sortons massivement, plus l'État central va constater le grand nombre de notre arrondissement et pourra donc penser à nous construire des écoles, des hôpitaux et un marché, que sais-je encore, et beaucoup d'autres merveilles, quoi. Chers amis, sortons massivement pour avoir la carte unique. La carte a tout fait après le recensement. Cela donnera une chance de développement à notre arrondissement en particulier et celui de notre pays en général. Ceci est un message de l'Agence nationale de traitement et du comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Et c'est ouvert désormais le débat, bien évidemment, faire croiser le traitement de l'information sous l'ère de la rupture. C'est le menu de votre débat, faire croiser. Bonjour à vous, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous, Loris Freddy Davor, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Bonjour. Tout à fait. C'est comme si nous allons nous regarder en face et nous dire les vérités. Parce que depuis quelque temps, qu'est-ce qu'on observe? Où commence l'information? Où s'arrête-t-elle? Où commence la communication? Où s'arrête-t-elle? Comment, eh bien, les publications, les différentes parutions de chaque jour traitent telle l'information. Et depuis quelque temps, le piratage des ondes s'invite dans l'univers médiatique béninois, Soleil FM, qui se trouve être piraté aujourd'hui au vu et au su de tout le monde. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au Bénin dans le monde de la presse? A-t-on envie de se demander? Et pour en parler ce matin avec nous, Brice Ogoubeyi, il est rédacteur en chef de Nouvelle Expression, ce journal, ce quotidien qui paraît tous les jours. Bonjour. Bonjour. Merci, merci d'être avec nous. Oui, merci. Alors, Brice Ogoubeyi, vous n'êtes quand même pas, jeune dans la profession, puisque ça fait quand même plusieurs années que vous roulez votre bosse, excusez l'expression. Alors, aujourd'hui, quand vous voyez un peu la façon dont l'information est traitée dans la presse, tant audiovisuelle que
écrite, dont vous êtes d'ailleurs un des séants. Dites-nous réellement, comment appréciez-vous déjà la chose? Oui, bon, ça fait un moment que nous sommes dans la rupture, bientôt presque 2 ans. Bon, on est passé de la normocommunication à une communication tous azimuts. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile à constater. Et la plupart des journaux traitent l'information de façon unique. Voilà. Nous sommes tous friands, y compris moi-même, de la communication institutionnelle. Donc, disons... Qu'est-ce qui explique cet engouement pour la communication institutionnelle, au détriment de l'information? Oui, bon, ce régime qui ne voulait pas communiquer tout au début et qui... On s'en souvient, on a arrêté les traditionnels contrats avec la presse. Ça a été annoncé publiquement, officiellement. Oui, et ces contrats ne sont toujours pas encore remis. Donc, ce qui veut dire que désormais, quand le gouvernement a voulu faire connaître ses points de vue, ce qui est normal aussi dans une démocratie, et le gouvernement a, semble-t-il, centralisé l'information. Voilà. Et donc, c'est ce que on vous donne, que vous publiez. Et vous n'avez pas d'autres sources d'informations ou bien d'autres possibilités. Bon, vous n'avez pas de contrat. C'est à prendre ou à laisser. Donc on peut dire que le gouvernement a trouvé la formule pour dompter la presse nationale. Bon, plus ou moins. Pour dompter, je ne dirais pas. Parce que si la presse elle-même se laisse dompter, ça a aussi un problème. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment cela. Mais ce qu'on peut constater, c'est que la communication pratiquement vient de l'institution. Et les journaux, pour survivre, si vous voulez exister, puisqu'il n'y a plus d'autres sources de revenus que ce qui vient du gouvernement. Et puis maintenant, le gouvernement dit, voilà, vous ne modifiez pas, voilà notre point de vue, passez ça dans votre... Et en retour, on paye. C'est ce qu'on appelle les communications, les titres à la une, votre manchette coûte combien, etc. Bon, c'est un peu difficile à comprendre quand on doit faire la démarcation entre communication et information. On n'est plus dans l'information aujourd'hui. On est malheureusement dans la communication pure et simple. Mais comment ça s'explique ça s'explique par le fait qu'on se laisse vraiment happer par la communication, alors que les populations ont droit à l'information. C'est ce dont, sinon c'est notre, comment dirais-je, objectif, c'est notre devoir vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des populations. Comment est-on arrivé à troquer tranquillement cette exigence par rapport à, on va dire... Disons que c'est lié plus ou moins à la question de la rupture des contrats. Parce que, bon, le journaliste n'était pas... Même si les contrats, pour la plupart, venaient aussi des institutions, il avait aussi une marge de manœuvre. Bon. Aujourd'hui, il faut déplorer aussi l'absence des enquêtes dans les journaux. On n'a plus d'enquête, on n'a plus d'investigation, ni de commentaires. On n'a plus de commentaires. Où les commentaires sont biaisés, sont orientés. Donc c'est une communication à sens unique. Bon, on n'a qu'à s'apprendre à nous-mêmes. Maintenant, nous-mêmes, c'est comment? Notre presse vivait de quoi? Vivait également d'une partie de communication. Mais cette communication, quand on l'avait, c'était un contrat de partenariat avec les ministères, avec les directions. On avait une marge de manœuvre pour exceller. D'abord dans les genres journalistiques comme le commentaire, et également dans les reportages et surtout les enquêtes. Mais aujourd'hui, comme on n'a plus les moyens de paraître, parce que, disons-le, si vous refusez la communication gouvernementale, comme quoi c'est à sens unique, vous avez des charges, vous avez les intrants à acheter, vous avez les charges de fonctionnement, etc. Ce n'est pas que ce qu'on nous donne nous suffit non plus. C'est la manchette, c'est peut-être 100 000, pour certains 150 000. On vous donne 2 ou 3 fois par semaine. Bon, à désespoir de cause, vous acceptez ce que vous avez au moins pour exister. Mais est-ce que nos gars devaient compter rien que sur la communication gouvernementale? On ne peut pas, mais à défaut de quoi on fait ce qu'on a. Voilà. C'est triste ce que nous disons, ce que nous remarquons aujourd'hui. C'est comme si nous nous sommes fait avoir. Nous nous sommes fait avoir. Et puis c'est aussi des failles de notre système d'information et de la question de la liberté de presse, héritée de la conférence nationale. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas doté de moyens ou d'instruments pour enrichir, garder notre liberté, notre indépendance par rapport au pouvoir institutionnel. Mais là, ça veut dire que la presse se refuse de se professionnaliser. Bon, la professionnalisation est en cours. Nous avons des associations fêtières qui travaillent plus ou moins. Nous avons aussi l'instance de régulation qui est la HAC.
Mais ceci dit, c'est les moyens, puisqu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Dans d'autres pays, par exemple, les gens vivent de la publicité. Voilà. Il y a des régies. Voilà, publicitaires. Il y a des réformes aussi au niveau de nos associations pour amener la presse à être indépendante. Parce qu'aujourd'hui, même le pouvoir en place, qu'est-ce qu'ils nous reprochent? Pour couper les contrats, ils disent que dans les démocraties avancées, les gens n'attendent pas les contrats, la presse n'attend pas les contrats pour exister. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais nous avons une démocratie africaine. Nous n'avons pas encore tous les instruments, en ce qui concerne la presse, tous les instruments de fonctionnement, ce qui fait que plus ou moins de Kérékou jusqu'à maintenant, la presse a gardé une certaine indépendance, et tout en travaillant avec le gouvernement ou avec les institutions, avec les directions techniques, mais nous avons gardé une certaine indépendance. Mais cette fois-ci, notre indépendance est subordonnée à ce que soit vous gardez votre indépendance, vous nous critiquez, vous n'avez rien. Ou soit venez avec nous. Oui, vous ne nous critiquez pas. Vous ne critiquez pas. Vous avez de quoi subsister. Aïe. Donc, pour nous tous, la plupart, on a accepté subsister. Et ce qui fait parfois que notre ligne éditoriale est confondue. Parce que quand vous avez les communications, c'est souvent des textes écrits. Ce n'est pas nous qui les écrivons. En plus. Pour la plupart, oui. Bon, on peut demander, vous ne changez pas de titre, etc. Vous ne changez pas de fond. Mais vous pouvez revoir un peu la forme. La forme. Vous pouvez corriger les coquilles. Dans ce cas, l'organe existe de nom. Oui, existe de nom. Oui, mais c'est dramatique ce que nous disons. Nous en sommes là aujourd'hui. Et on ne comprend pas que le Bénin ait pu faire ce bond quantitatif et qualitatif depuis la conférence nationale, puisque nous sommes vus ailleurs comme l'exemple de la liberté de presse, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais sans pour autant nous mettre en prison. On nous tient un peu à l'aise, on dit bon, ok, soit vous acceptez. Alors, Brice Goubéi, moi je me pose la question, est-ce que nous sommes vraiment indépendants ou nous sommes indépendants, mais totalement dépendants de l'argent? Non, l'indépendance existe dans les faits, puisque tous les journaux ne sont pas non plus arrimés à la communication. Il y en a qui travaillent. Ils en payent les frais. Bon, on ne va pas citer de journaux ici, mais il y a au moins une dizaine de journaux qui sont là, qui essayent d'être... Qui voient la manne passer. Oui, la manne passer, oui, mais qui tiennent, vaille que vaille. Et puis, cela ne saurait non plus... Ce n'est même pas dans l'intérêt non plus de l'actuel régime que ça perdure. Moi, je pense que j'ai eu les confidences d'un politique qui se moquait un peu de cette situation en disant « Ah, vous maintenant, là, vous avez changé de ligne, vous êtes avec X, Y, Z, vous n'avez pas su, lui, il est proche de l'opposition. » Il me dit « Bon, essayez quand même de paraître tous les jours, autant que faire se peut, parce qu'à partir de 2018, ça va changer, on sera à 1 an des législatives. Donc nous, qui n'avons pas les moyens, comme les autres, de vous donner la manchette tous les jours, en ce moment, on aura besoin de vous pour travailler. Donc, la communication sera plurielle en ce moment-là. Mais c'est aussi une forme de communication, mais au moins une communication qui va apporter le contrepoids à ce qui existe actuellement. Donc, bon, ça, c'est la confidence d'un politique. Bon, nous, même en acceptant cela, on se fait aussi manipuler d'une certaine manière, parce que ce qu'on n'a pas ici, on essaie d'avoir ça là-bas également. Bon. Mais là, est-ce que la presse béninoise va-t-elle continuer toujours par se débattre dans ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. Communication. Ce n'est pas souhaitable. Il y a un problème. Ce n'est pas souhaitable. Bon, maintenant, on fait avec les moyens de bord, en attendant de trouver les solutions palliatives. Mais les solutions existent. En fait, c'est la volonté politique pour accompagner cette solution qui manque pour le moment. Sinon, je sais qu'il y a des chantiers, surtout pour la régie publicitaire, par exemple. Bon, oui, mais des chantiers qui n'aboutissent pas. Ça oui, bon, ça, c'est... qu'on en parle. Oui. On parle de régie de la loi sur la publicité. On parle aussi de la création de la centrale des intrants. Pour la presse. Parle également de fonds d'aide, c'est l'aide à la presse, tel que cela se passe aujourd'hui, ne devait plus être comme ça, parce qu'on doit permettre à certains organes de faire des prêts dans certaines banques et remboursables. Voilà. Donc, tout ça, c'est des chantiers, mais c'est à la faute à nos associations fêtières, parce que c'est à eux de faire aboutir ces chantiers. Moi, j'étais plus ou moins enthousiaste quand le projet de révision de la Constitution était parti à l'Assemblée nationale, parce que dans le projet, entre autres choses, il y a aussi la réforme de la presse. Voilà, donc ils ont fait des propositions, malheureusement, ça a été rejeté par les députés. Donc, je pense que ce genre d'initiatives, on doit multiplier et avoir des lobbies, des groupes de pression sur le législateur. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, même aujourd'hui. La loi organique de la HAC, telle que ça se présente aujourd'hui, donne des pouvoirs exorbitants à telle chose. C'est des choses qu'on doit revoir après près de 30 ans de démocratie et de conférence nationale. Donc ces chantiers existent, il faut faire accompagner de cela d'une
une volonté politique. Est-ce que c'est la préoccupation des professionnels eux-mêmes? Oui. Est-ce que vous semblez noter la chose et que vraiment ces professionnels veulent que ça change? Moi, je pense que ça va changer puisque je ne doute pas de leur volonté à faire évoluer les choses. Tout comme aussi la HAC aussi, les conseillers qui sont à la HAC, ils sont obligés, on est tous obligés de travailler dans ce sens, dans le sens du progrès. Voilà, moi je vois que peut-être que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est fait à bon escient pour nous ouvrir les yeux et on va corriger les imperfections à partir de la personne. Nous tous nous en parlons, le fait que vous en parlez, que j'en parle aujourd'hui, bien que je fasse partie un peu du système, mais cela voudrait dire que ce n'est pas normal, qu'il faut y remédier. Et pour y remédier, je pense qu'on est obligé d'aller vers le progrès. Même tous ceux qui sont là et qui tirent plus ou moins profit de cette situation aujourd'hui, ça ne les arrange pas pour autant. Parce que bon, quelle crédibilité des informations qu'ils nous donnent. Bon, même, je peux vous dire que même sur certains journaux, les gens ne les s'achètent pas parce qu'ils disent « Ah ouais, c'est le point de vue du pouvoir, etc. » Bon, ils n'ont plus de là. Donc, c'est un problème, on doit se remettre ensemble. Bon, peut-être que nous irons encore vers les états généraux de la presse pour en débattre. Moi, j'ai toujours vu à l'extérieur, ailleurs, cette habitude du citoyen qui, le matin, doit prendre son petit-déj, mais à côté, avec son journal, qui va s'acheter dans le kiosque à côté. Mais ici, depuis quand même pratiquement plus de 3 décennies maintenant, on va dire que le développement, sinon la liberté de la presse existe, mais ça ne vient pas. En fait, on n'arrive pas à faire acquérir cette habitude à nos citoyens, à nos concitoyens. Oui, mais à quand cette réalité-là? C'est une forme d'éducation aussi. Et nous avons un peu raté le coche parce que on a remarqué que depuis la conférence nationale, les articles qui font vendre, mais qui intéressent les gens, où les gens se précipitent pour ces articles à caractère politique, c'est les dénonciations. C'est les dénonciations. Les dénonciations. Le Bénin est un peu trop politisé aussi. Ça pouvait aussi nous arranger. Oui, dans certains moments. Ça pouvait aussi susciter l'investigation. Ça devait même conduire les populations à aller chaque fois acheter leur journal. Non, les gens vous allez remarquer quand il y a un scandale ou bien il y a un fait nouveau que quelqu'un ose le présenter, l'apparition est terminée. Les gens vont l'acheter. Les gens, il y a un certain dédain, tout simplement parce qu'on dit que c'est le point de vue du pouvoir. Voilà. Bon, non, les journalistes ne font plus rien, ils se font entretenir, ils prennent de l'argent, ce qui n'est pas vrai. Parce que on ne vous donne pas des millions. Une communication, par exemple, on peut dire, une là, je la prends à 150 ou à 100 000. Bon, 1, 2 ou 3 fois par semaine. Mais ça ne suffit pas pour les charges. Les intrants, l'imprimerie, le salaire. Il y a le salaire. Le salaire, le logement. Le citoyen ne veut pas savoir ce que même ça vaut forcément. Nous sommes à l'étroit. Pour la plupart des patrons de presse, nous sommes tous à l'étroit parce que même quand on comptabilise tout cela, on ne vous le donne même pas aussi au jour le jour. Ça peut faire 2 semaines ou 3 semaines, etc. Ça peut faire même des mois avant qu'on nous vous donne une partie. Et puis on rentre dans l'autre partie. Donc, en fait, c'est un cercle assez... Oui, voilà. C'est l'éternel recommencement. Mais on n'a pas le choix parce que si vous voulez exister en tant qu'organe, si vous n'avez pas vous-même un appui, un matériel financier qui peut vous permettre de résister. Et puis, on n'a pas travaillé non plus à donner à la presse un matériel financier. Donc, c'est maintenant que, avec tous ces dysfonctionnements, les professionnels des médias, toutes tendances confondues, on est obligé de revenir encore à la norme si on veut avancer dans la démocratie. En fait, c'est notre credo. Moi, je militerai pour cela. Et je crois que vous et moi, comme nous posons le problème, nous allons tous y militer, chacun à son niveau. Alors, Brice Ogoubeyi, l'autre information que nous avons eue en cours de semaine écoulée, bon, il y a quelques 2 ou 3 semaines en arrière, c'est quand même un journal illégal, totalement illégal, qui n'a pas reçu d'autorisation quelque part, mais qui s'est permis vraiment la rupture. La rupture ou notre rupture. En tout cas, on va pas se souiller la gueule à sortir ce nom-là. Oui, ça, avec des informations. La promotion de l'illicite. Avec une information, un titre totalement, on va dire, à côté, même à l'antipode même de l'admissible. Oui, ce n'est pas à encourager. Voilà. Bon, la HAC est là pour ça. La HAC n'est pas là que pour protéger les journalistes. C'est aussi la régulation. Voilà, des sanctions doivent venir parce que la presse mille collines, et ça, on n'en a pas besoin. C'est ça. Et puis, c'est complètement et ça commence comme ça. Oui, c'est complètement en dehors de la déontologie. C'est comme, donc, moi, vous, personne ne peut encourager cela. Mais on a des structures, on a des instances pour... Oui, mais ce qui étonne, comment de telles choses peuvent-elles survenir alors qu'on a vu la RAC ici, toute griffe dehors, la moindre incartade, allez, est prête à taper, mais voilà quelque chose du genre, un chiffon qui paraît comme ça, qui insulte le chef de l'État. Bon, en tirer la sonnette d'alarme doit amener les structures concernées à prendre leurs responsabilités. Je me souviens, il y a quelques années, on avait une HAC
je crois, la hack sous Édouard Locaux, à l'époque, on interpellait les journaux. Il y avait quand même l'audition publique. Oui, l'audition publique. Bon. Il y en a eu aussi sous bon, sinon c'était public. Hein. C'était public. À la télé aussi, toutes les chaînes de plus. Tout à fait. Je me souviens que j'étais passé une fois pour répondre. Moi aussi j'étais passé pendant que j'étais dans une autre rédaction. Voilà, donc tout le monde vous interpelle. Plus tard, les parents, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pas bien. Vous avez honte aussi un peu. C'était le tribunal de la profession. Tout comme Takou est passé plusieurs fois, tout comme d'autres confrères sont passés. Ça avait un aspect un peu humiliant pour nous-mêmes. Mais au moins, ça nous éduquait aussi. Hein. Bon. Peut-être que pour arrêter ces genres de pratiques, il faudrait peut-être réinstaurer. Hein. Bon, mais quelqu'un du genre, comment pourrait-il être identifié? Il y a les tribunaux. Donc, comment il peut être identifié et puis être... Parce que l'organe n'existe nulle part. C'est sur les réseaux sociaux seulement qu'on a vu la une. Bon, je pense que... Bien fait, hein, avec tout ce qu'il y a comme... Et puis même un directeur de publication qui a affiché son nom. Il y a la police, ils ont les renseignements, la police criminelle, la police d'investigation, ils ont les moyens, ils ont plus de moyens, puisque c'est sorti sur les réseaux sociaux, c'est un numéro, hein, bon, on peut recourir aux opérateurs GSM, etc. Non, si on veut, on peut retrouver la personne. Et puis la personne sera sanctionnée, cette personne sera conduite devant les tribunaux. Je pense qu'il faut sanctionner, parce que c'est une presse dont on n'a pas besoin. Dans une certaine mesure, on peut faire de l'opposition en utilisant des mots appropriés. Voilà. Parce que tu peux dire la même chose avec des thèmes châtiés. Voilà. Donc c'est ça l'outil de l'information et de la déontologie. Bon, ceux qui le font à dessein. Donc ils se foutent de la déontologie, mais on doit sanctionner. C'est ça. Pour que de tels comportements ne se reproduisent plus. Pour qu'on ne confonde non plus le bon grain de livret. Parce que tous les journaux ne sont pas non plus comme ça. Il y a des journaux qui font de l'opposition, mais qui n'écrivent pas comme il l'a écrit. Donc ce n'est pas bien. Les journaux comme ça, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de radio 1000 columnes. C'est pas normal. On a eu la réaction du président de l'UPMB qui était passé sur Café Média Plus pour dénoncer la chose, mais juste après ça, on n'a plus rien eu. Oui, bon. Je pense que nous sommes un pays où nous dénonçons, mais nous agissons très peu. Voilà. Bon, il y a une sorte de laxisme. Voilà. Donc, moi, le procureur devrait s'auto-saisir, par exemple, de ce dossier. Voilà, donc c'est peut-être une spécificité béninoise, mais je pense que c'est des choses qui doivent changer. Et vous en parlez, j'en parle, ça devait amener les autorités à prendre les taureaux par le corps. L'autre fait également désobligeant ou affligeant auquel on assiste depuis quelques jours, c'est le piratage de la fréquence de Soleil FM, au vu et au su de tout le monde. À longueur de journée, c'est de la musique qui passe, distribuée par qui, on le sait. Comment on peut expliquer la chose? D'abord, j'apprécie la réaction des structures fêtières, le CNPA, tout comme l'UPMB. Bon, l'UPMB a dénoncé et il y a même une délégation qui est partie constater. Et puis le CNPA, qui aussi a été assez net, contrairement à la fermeture de Sika TV où CNPA disait qu'ils sont de cœur avec les confrères. Cette fois-ci, la démarcation a été nette. Bon, il faut l'en féliciter. Bon, ensuite, c'est une situation qui ne saurait perdurer. Parce qu'on a une structure qui gère ça, c'est la HAC. Voilà, disons-le. La HAC a les moyens de contrôler et de sanctionner. La preuve, la HAC a sanctionné une série de chaînes, y compris vous-même à une certaine époque. Tout à fait. Donc, elle a eu des moyens, elle a eu des outils pour contrôler. Donc, je pense que cette responsabilité incombe entièrement à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui doit faire son métier. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est bien les dénonciations que nous faisons actuellement, mais le dernier mot revient à la HAC qui a les outils, qui a l'information, le réseau, qui a également la possibilité. Il y a même des chaînes qui ne passent pas sur le bouquet actuellement. Donc la HAC a pu intervenir pour que ces chaînes ne passent point. Pour qu'on arrête. Donc pourquoi aujourd'hui il y a une radio pirate qui passe sur une chaîne, une radio, et qu'on n'a pas les moyens? Non, je pense que c'est une responsabilité qui incombe à la HAC. Il faut lui faire confiance. Je pense qu'ils sont en train de prendre des mesures adéquates pour pouvoir remédier à la situation. Il y a encore quelques jours, on était confronté à l'intoxication sur les réseaux sociaux. Maintenant, on passe au piratage. Oui, en fait, ça pose le problème de la régulation des réseaux sociaux et surtout de tout ce qui est numérique aujourd'hui. Voilà. Bon, je pense qu'on n'a pas encore les instruments juridiques pour cela, mais c'est en élaboration.
Et la HAC n'a pas que pour mission de protéger les journalistes, mais aussi de réguler. Comment réguler désormais les médias qui sont sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une problématique. Hein. On doit trouver une solution à moyen terme. Surtout le passage de l'analogie au numérique. Bon, ça a été un peu raté. Oui, la TNT aussi. Il est absolument nécessaire de doter la HAC d'un national juridique pour pouvoir avoir les moyens de réguler. Donc, c'est des choses qui sont en étude. Qui ne sauraient tarder. Mais je suis d'accord avec vous que pour le problème de piratage des zones, c'est absolument la HAC. C'est pas pendant ce temps, cet individu peut décider, par exemple, de diffuser des messages, d'incitation à la haine, d'incitation à la violence et tout. En ce moment, qui devrait pouvoir être responsable? Comment pourrait-on éviter cela? Voilà que celui qui est attributaire de la fréquence est totalement sans moyens. Il n'arrive même plus à rien contrôler. Mais c'est pourtant lui qui sera responsable de tout ça. La fréquence lui est arrachée. Il faut faire confiance à notre HAC. Notre HAC a prouvé, de par le passé, sa capacité à gérer les situations les plus difficiles. Et je pense que cette situation ne dépasse pas la haute autorité de l'audiovisuel et de communication. Et ça fait bientôt un mois. Hein? Ils sauront prendre les mesures adéquates, j'en suis sûr. La HAC est obligée de gérer cela, parce que je sais que pour la paix, la paix sociale, et je sais que rétablir également l'organe dans ses droits, et puis même pour sa propre crédibilité. Donc moi, je pense qu'ils sont à pied d'œuvre, ça ne saurait tarder. J'ai appris qu'il y a un comité qui a été mis sur pied pour faire les investigations nécessaires, histoire de voir un peu d'où ça vient, d'où ça provient et qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être qu'ils n'ont pas encore tous les outils pour pouvoir arrêter cela, mais je crois qu'ils sont à pied d'œuvre. Les conseillers à la HAC, je les connais un peu. C'est une situation qui ne serait perdue. Personne n'accepterait d'ailleurs ça. Personne n'accepterait cela. Ce n'est pas bon. Peggy, c'est vrai qu'on note cette interférence de temps à autre dans la période d'Harmattan. Tout à fait. Par exemple, ici, chez nous, à Diaspora FM, nous avons une chaîne concurrente nigériane qui a pratiquement la même fréquence. Et je peux vous assurer qu'au mois de décembre, c'est très difficile pour nous de mettre. Eux, ils nous inondent. Mais ça, bon, on pourrait comprendre parce que c'est peut-être les interférences entre États. Mais ici, c'est quand même quelqu'un qui a totalement pris ses quartiers sur la fréquence attribuée à son IFM. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à notre HAC. Dans un temps relativement court, ils devront nous fixer là-dessus. Vous l'avez bien dit, relativement court. Oui, relativement court. Mon confrère, Loris Freddy, d'avoir parlé tantôt de la résurgence des réseaux sociaux. Sous ce régime, on note également que c'est quand même un média très usité, on va dire. Oui, cette concurrence, c'est tous les médias traditionnels, parce que l'information passe en week-end, en attendant que nous vienne dimanche pour la presse le lendemain, ça a déjà... Donc c'est périmé. C'est une belle concurrence, hein? Oui, mais ça c'est revers aussi, parce que tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Souvent il y a de la manipulation également. Beaucoup de manipulation. L'intoxication. N'importe qui se lève, à l'image de ce test qui s'écule, qu'on attribue au président français. Un torchon, carrément. Oui. Non, je pense que pour vous. Oui, cela devrait nous amener à plus de nous concentrer sur comment doter nos structures nationales juridiques pour pouvoir réprimer, contrôler ou réguler. Voilà. Ça se fait en Europe, pourquoi pas ici? Ça fait appel beaucoup plus à la responsabilité des médias maintenant, les médias traditionnels. Les médias traditionnels. Et puis bon, les médias traditionnels ne vont pas disparaître aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux. Bon, les tabloïds, même Mediapart qui dit qu'à près de 200 000 abonnés, les gens lisent en ligne en Europe, il y a des gens qui se lèvent pour acheter leur pain, ils prennent leurs journaux également. Donc, le journal, c'est traditionnel, ça fait partie d'une culture, et puis ça fait partie, il y a une fierté à avoir. Et puis, journal à côté. Et puis, on peut laisser à la postérité. Les journaux, ça peut durer 10 ans, 8 ans, et puis d'autres. Après, on va dans les archives, on consulte les anciens Ouzou, etc. Donc, moi, je pense que les nouveaux médias nous concurrencent, certes, mais le média traditionnel restera. Maintenant, il faut trouver les moyens de réguler. Absolument. La bonne régulation. La bonne régulation. Et je crois qu'il y a des officines qui y travaillent pour. Brice Okoubeye, nous arrivons au terme de cette émission. Merci. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot par rapport au traitement de l'information vraiment en général? Il faudrait amener les professeurs des médias à prendre leurs responsabilités. Et la liberté de presse, nous l'avons conquise
et de haute lutte, depuis la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le Béninois tient à sa liberté d'expression. La situation que nous vivons actuellement est une situation passagère. Elle ne saurait durer. Bien que nous tirions un peu profit de cela en essayant de résister, au fond de nous-mêmes, nous aspirons à plus de liberté, à plus de démocratie, à plus de paix, etc. Donc, on trouvera en nous-mêmes les ressources ou les ressorts possibles pour remédier à ça. Et puis bon, je pense que ce que nous faisons actuellement, c'est lié à la conjoncture politique, économique et tout ce qu'il y a aujourd'hui. Les Béninois ne sauraient se satisfaire de cette situation pendant longtemps. Parce que ici, c'est le Bénin. Ici, c'est le Bénin. Non, nous trouverons en nous-mêmes les ressorts pour remédier à cela. Et ça ne saurait durer. Moi, je pense que c'est une situation transitoire. D'ici 3 mois ou d'ici 2000. Parce qu'il y a floraison. La parole sera libérée. Il y a des enjeux qui nous attendent. Voilà. Et puis, le gouvernement aussi est dans une perspective dialectique d'évolution et prendra en compte aussi les aspirations, les remarques, etc. pour s'ajuster ou se réajuster. Moi, je pense qu'il ne faut pas se décourager du Bénin. Le Bénin nous appartient à nous tous. Nous avons un gouvernement assez responsable qui travaille pour, il y a des imperfections et ils vont certainement prendre la mesure et corriger au fur et à mesure. Il y a aussi, on est dans un système où il y a de pour et de contre. Il y a une opposition, même si l'opposition n'est pas pour autant aussi déclarée, il y a des fronts. On est presque toutes les semaines en grève, où on fait des marches et de protestations. Je crois que dans une démocratie, cela, c'est des indicateurs pour amener le gouvernement à revoir sa position. Donc moi, je pense que cela sera corrigé d'un moment à l'autre. On va en arriver là. Mais la responsabilité incombe aux professionnels des médias, parce que les gens nous accusent. La société civile dit, c'est vous les médias, c'est vous qui fabriquez les tyrans, les dictateurs, vous sortez quelqu'un de l'ombre aujourd'hui, d'ici à 2 mois, 3 mois, il devient quelqu'un d'important à cause de l'argent qu'on vous donne, etc. Non. Je pense que si nous voulons revenir à la normale, nous le pouvons. Nous avons les ressources et les moyens pour y arriver. C'est votre dernier mot qui m'intéresse énormément. Si nous voulons, et bien sûr, changer les choses, nous le pouvons. Et j'ai l'occasion vraiment de nous dire des vérités. J'espère simplement que vous les avez entendues au cours de cette émission de la bouche de Brice Ogoubilly, rédacteur en chef du journal Nouvelle Expression. On ne peut pas mieux parler de nous-mêmes, mieux nous dire la vérité que celle-là. Il faut que ça change. Sachant raison garder dans nos productions et faisons un peu plus de l'information, eh bien, notre credo qui d'abord fonde notre existence. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci aussi, cher ami. À bientôt. À bientôt. Merci. Voilà, à suivre dans Matin d'Éden Geek, la rubrique multimédia. Gmail, ce qu'il faut savoir, des modules complémentaires. Guy Ludovic Dagba, vous avez un compte Gmail, restez câblé d'NTV à votre descente du plateau. J'en ai pas. Vous n'avez pas un compte Gmail? Non. D'accord. J'ai un compte Yahoo. Très bien. Je suis à l'ancienne. Vous saurez tout à l'heure ce qu'il faut retenir, bien évidemment, des modules complémentaires avec Modeste Hundekonji. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Modeste Hundekonji est bien installé. Il nous parlera du réseau Gmail, ce qu'il faut savoir, bien évidemment, des modules complémentaires. Bonjour à vous, Modeste. Bonjour Loris d'abord, bonjour madame, monsieur. Vous nous direz ce que c'est d'abord un module complémentaire. Ce que c'est qu'un module complémentaire sur web et à quoi cela sert? Alors, c'est très simple, hein, Loris. Ici, il faut retenir qu'un module complémentaire pour le web, il s'agit juste d'un mini-programme ici qui permet à l'utilisateur d'améliorer son navigateur web.
ainsi, selon son usage, ce qu'il fait de ce navigateur, ses habitudes, de ses goûts aussi, le module en question va apporter des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités à ce qu'il a l'habitude de faire avec son navigateur. Et c'est justement pour améliorer les fonctionnalités que nous avons déjà au niveau de la plateforme de messagerie électronique qu'est Gmail, que le constructeur qui est Google ici a proposé un certain nombre une certaine nouveauté en matière de fonctionnalité, en plus de ce qui existait déjà. Ce que vous appelez module complémentaire. Voilà, et c'est justement ça que nous allons voir maintenant, et sans plus tarder, tout de suite, pour accéder à ces modules complémentaires, nous allons voir ce qu'il faut faire. Comme vous allez voir à l'écran, il vous suffit juste de vous connecter à votre compte Gmail, vous accédez à votre boîte de messagerie, et vous allez voir dans l'angle supérieur droit une roue édentée, en haut, c'est en tout cas la roue qui représente les paramètres en quelque sorte. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir la fenêtre là, la petite fenêtre là s'afficher, et vous allez chercher dans la liste. Voilà, vous allez chercher dans la liste là, télécharger des modules complémentaires. Et là, vous cliquez là-dessus. Dès que vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir ce qu'il y a comme module complémentaire. Mais il n'y a pas que ça seul. Il y a une deuxième manière aussi d'accéder à cette fenêtre là qui permet de télécharger des modules complémentaires, comme vous allez voir à l'écran. Il vous suffit juste de passer par l'adresse directe de Google Marketplace qui est gsuite.google.com/marketplace/catégorie/work-with-gmail. Donc vous entrez, vous utilisez cette adresse directement. Vous pouvez écrire dans moteur de recherche Google, Google Marketplace, et ça va vous apporter le lien aussi dans les recherches, dans les résultats affichés. Et vous cliquez juste sur le lien et ça vous envoie sur Google Marketplace. Donc, une fois là, vous allez voir les modules complémentaires comme vous allez voir tout de suite à l'écran. Et ici, nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur Trello, StrixCRM, qui sont des nouveautés, et aussi Asana, bien sûr, qui sont des nouveautés que Gmail apporte dans ces modules complémentaires. Alors, à quoi sert par exemple ces nouveautés? Si nous prenons par exemple Trello. Quand elles s'offrent à moi et que moi je comprends rien, je les ferme juste. Voilà, tout à fait. Par exemple, si nous prenons Trello, il s'agit d'un module qui nous permet de gérer des projets, si nous avons des projets web, ou bien même si ce n'est pas un projet web, vous avez des projets, vous voulez suivre l'évolution des projets. C'est un module qui permet la gestion de ces projets. Et ce qui est le point fort ici, c'est beaucoup plus la gestion en équipe. Vous pouvez aussi ajouter d'autres participants sur ce projet et qui vont travailler ensemble avec vous sur le projet. Pour ce qui concerne les StrixCRM, c'est comme son nom l'indique, c'est un outil de CRM beaucoup plus orienté vers le côté commercial. Donc, vous pouvez utiliser ça, par exemple, pour suivre vos clients, pour suivre les prospects. Nous allons développer beaucoup plus ces modules dans d'autres numéros. On va prendre des modules module par module, par exemple Trello seul, ou bien Asana, ou bien CRM seul, et nous allons voir clairement ce que ces modules nous apportent en tant qu'utilisateurs de Gmail ou bien internautes. Donc, en quelque sorte, c'est ce que nous comptons partager avec les internautes. Et nous allons beaucoup plus, comme vous voyez, nous allons beaucoup plus mettre l'accent un accent beaucoup plus développé dans des numéros qui vont particulièrement s'accentuer sur un module en particulier. Parce que c'est dense. Quand nous prenons Trello, c'est pas seulement un résumé ce que je viens de dire, gestion de projet, mais comment ça se passe en réalité. Une fois que vous intégrez ce module à votre compte Gmail, à votre messagerie Gmail, comment l'utiliser? Nous allons voir tout ça là. Et mais ça, c'est déjà que c'est possible que vous pouvez ajouter ces modules à votre compte, à votre boîte de messagerie Gmail, et ça vous facilite la vie en termes d'échanges électroniques. Surtout, vous n'avez plus besoin d'exporter d'autres projets dans vos Gmail avant de le faire. Vous avez déjà tout, il suffit juste d'un seul clic à côté et puis vous insérez vos projets dans vos mails et vous envoyez à vos correspondants. Très bien. Voilà ce que nous comptons partager avec et si vous nous rappelez rapidement comment accéder aux extensions Gmail? Tout simplement, vous vous connectez à votre
compte Gmail, votre boîte de messagerie, vous cliquez sur la roue édentée représentant les paramètres, vous cherchez dans la liste qui va s'afficher, télécharger les modules complémentaires. Et c'est simple. Oui, ça paraît simple pour le sachant. C'est toujours comme ça. Je me rappelle au collège, quand le professeur de mathématiques déroule les notions, il en sourit parfois, mais on est tout au fond, tout bleu. On voit que du bleu. Merci à vous, Modeste Ondekondi. C'est moi. Rendez-vous lundi. Lundi, pour un autre numéro, bien sûr. D'autres belles astuces. Bien sûr. Bonne journée. Merci. Bon week-end par anticipation. Merci à vous autres. Si week-end. Et surtout à nos fans des médias sociaux. On installe déjà Ahmed Aripa. Avec lui, c'est de la musique, c'est pas de la connexion, c'est pas les ennuis des réseaux sociaux et autres, non. C'est de la musique, rien que de la musique, de la bonne humeur, de belles sonorités. Bonjour. Bonjour à vous, Loris Fouadi d'abord. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Vous y êtes? Oui, nous y sommes et nous sommes vendredi, justement vendredi sur Matin d'Éden. Vous ne le savez que trop, chers amis. On fait place aux morceaux, disons, qui ont marqué leur temps. D'accord, on fait place donc au gros classique tout simplement. Et on reste au Bénin pour cette première partie. On va retrouver un groupe qui a fait des beaux jours de la musique, disons, gospel, oui, mais pas que forcément. Et vous le verrez d'ailleurs donc à travers cette vidéo qu'on suivra dans un court instant. Puisqu'ici, ils ne sont pas forcément dans un registre gospel, même si c'est un peu à travers ce registre qu'on les avait découverts en son temps. Ils sont Chris TV. Et à leur côté sur ce morceau qu'on va écouter, dans cette vidéo donc qu'on va suivre, c'est une grande voix de la musique béninoise, elle qui continue de faire parler d'elle, à contrario justement des premiers dont on n'entend plus trop forcément parler. Zeynab Habib, j'ai nommé donc aux côtés du groupe Chris TV, et ensemble ils viennent demander, voilà, si on peut le dire ainsi, de ne pas pleurer. En France, ça se dit comment? Mayavio. Mayavio. Pourquoi j'ai même posé la question finalement? Parce que c'est un digne prince quand même. D'Abomey qu'on a sur le plateau, Loris Fouadi d'abord. Mayavio, justement, donc c'est comme ça se dit ne pleure pas dans la langue fond ici au Bénin. Mayavio pour dire la mieux partagée en tout cas. Donc pour dire Mayavio, pour demander donc à la femme peut-être de ne pas pleurer, demander aux enfants aussi de ne pas pleurer, demander à tout un chacun de nous de ne pas pleurer tout simplement face aux vicissitudes de la vie. On va suivre donc ce clip, je rappelle. Pour ces dames qui rêvent. Ah oui, pour ces dames, voilà. De goûter, de connaître la maternité. La joie de la maternité justement, et ça vient pas, et forcément donc on se pose beaucoup de questions, et la tristesse et le désarroi, et forcément aussi donc le découragement qui nous inonde. Mais non, faut pas pleurer, faut croire en Dieu, faut croire en Dieu, faut garder espoir, et tôt ou tard donc ce qui est écrit pour vous s'accomplira. C'est un peu le message. Je rappelle que c'est du retro, c'est un vieux clip, donc on fait avec la qualité. C'est anana mi vida, as ontegbe na gon nous emmèner vos vies. C'est gâtez negbe na pas vida, yon nous pesi ne weje no cambio, c'est oje Mayavio, Mayavio, Yamu Mayavio. Femme, ne pleure pas, ton heure de gloire viendra. De toi ou d'ailleurs, un enfant te fera honneur un jour. Jésus reste la seule issue possible à ta peine. Garde la foi. Yo, evikene omujua, enaye ole fambima. Ajoute-toi et prie, c'est Jésus la solution. Chite, mojawa elo, dokanagbe mauzi wede.
Madoko Sisea. Dear sister, can't forget nobody. If you really believe in His name, you see, it will be alright. Just believe. Nyondupe Mauna Boloto Wedo Masoko Yami Alon ni gbàgbé Masoko Fọkàn balẹ̀ kó kí Ọlọ́run ọba ló fún ẹ ọmọ. Et nous sommes justement revenus, comme nous le soufflait Sabin Tchoudaton, pour parler maintenant, pour conclure avec conclure voilà, avec la Avant sélection d'ouvrir le hit Nation, si on peut le dire à l'instant. Donc cette vidéo qu'on suivait avec le groupe Chris TV en collabo avec Zena Babi, qu'on ne présente plus, pour le titre Maya Vio, pour dire, je rappelle donc à la femme, à toutes les femmes qui peut-être n'ont pas encore connu la joie de la maternité, ben de ne pas pleurer, parce qu'un jour viendra et leur heure sonnera tout simplement. Mais au-delà de cela, forcément, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi un message d'espoir donc à tous ceux qui traversent peut-être des situations difficiles par ces temps-ci. Il faut savoir donc garder espoir, il faut savoir persévérer, il faut savoir que l'heure de Dieu est la meilleure. est la meilleure, forcément, forcément. L'homme propose, Dieu dispose des temps. Que la providence a un plan pour chacun. Forcément, forcément. Important donc d'intégrer ce message. Si on a pu contribuer à cela aujourd'hui sur Matin d'Éden, ben, on rend grâce à Dieu pour cela. En Inter, Loris, pour finir l'émission en Inter, on ira juste à côté. Le Togo frère qui traverse des moments pas terribles, j'ai presque envie de dire, voilà, entre griffes. C'est temps-ci difficile, pour dire la chose de manière terre à terre. Et donc on va faire référence à une légende justement de la musique urbaine au Togo. Celui-là, je pense au début des années 2000, il faisait donc partie de ceux-là qui imposaient quand même donc la musique urbaine togolaise sur le plan continental et même au-delà. Il nous aura proposé beaucoup de morceaux et donc dans sa discographie, disons qu'on est tombé sur ces titres-là, sur cette vidéo-là plus précisément, qui nous a plu de vous montrer sur l'émission. Une vidéo dans laquelle il parle des grottos, comme on le dit, d'accord? Une petite phrase et ça suffira, pour qui connaît en tout cas. Un jeune comme ça va te donner quoi? J'ai dit ça, Ali Diaz, voilà. Ali Diaz pour le titre Lolo Vava. Ouais. Un jeune comme ça, il va te donner quoi? Ah oui. Les jeunes n'ont pas les moyens. Autrement dit, vous faites le choix à côté. Le choix du grotto. Pourquoi de la personne la plus nantie. La plus nantie, d'un certain âge, certes, mais d'une certaine épaisseur de poche aussi, si on peut dire. Une certaine trempe financière. La chose aussi, voilà. C'est un peu ça. Voilà, ça c'est en toute fin d'émission. Vous restez avec nous pour suivre l'essentiel de la chansonnette proposée aux amis, aux auditeurs de la radiodiffusion Diaspora FM et aux amis téléspectateurs de Eden TV tout au long de cette semaine. Voici le récapitulatif. Azoe pon doué unde, azoe pon doué unde, azoe pon doué unde. Menu non sudo no kunche mea, chekpe undo kokwe mime. Azoe pon doué unde, azoe pon doué unde, azoe pon doué unde. Menu non sudo no kunche mea, chekpe undo kokwe mime. Maso janunde bologbe bono ze do so me. Do so mono voda zamelo. Maso janunde bologbe bono zindo so me. Oh yeah, right now
right now. Hono ani uwe mi ganje, hono ete uwe mi gado, hono miton uwe mi ganje, hono ete uwe mi gado, hono miton uwe mi ganje, hono. Osi soti we mi nanya, esoran we mi nanya bokolo na me agbodolo. Mejen kunu we gbaja osin soti we minanya esoran we minanya bo kolona me agbodolo mejen kunu we gbaja osin soti we minanya esoran we minanya bokolona me agbodolo mejen kunu we gbaja osin soti we minanya esoran we minanya bokolona me agbodolo meje kunu we gbaja. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes. Voilà l'essentiel de la chansonnette cette semaine. Avant d'installer Carlo François sur la revue internationale, l'essentiel de l'actualité sur les plateformes se joue, eh bien, Ahmed Arikpa, je voulais partager avec vous. Vous savez, de tout temps, on a toujours répété sous tous les toits que les dames aiment fouiller les portables de leur mari. Oui, les petites amies aussi enfants font le même exercice de leur couple. Voilà, là, ça s'entend bien. Ça, c'est pour effet de jalousie, pour contrôler le mari et autres. Maintenant, comment appeler les hommes, les frères, les collègues qui aiment lire le portable de leur des autres. Alors, fouiller des hommes. Fouiller le portable d'un collègue, c'est ça, ou d'un ami. D'un proche. Les hommes, je parle des hommes. Voilà, un garçon. Entre hommes, entre garçons, en fait. Qui ont cette curiosité maladroite. Ben, vous avez tout dit déjà. C'est de la curiosité. Et après, c'est maladroit aussi. Donc, curiosité, maladroite. C'est peut-être lié à comment dire, à une curiosité naturelle chez la personne. Vous savez qu'il nous arrive de passer notre appareil à un ami. Bien sûr, ça peut arriver. Parce que je suis à coup de crédit et vous en avez un peu, vous dites, bien sûr, passe-moi ton phone, je passe voilà, où j'ai un appel et la personne décide d'avoir quelques précisions dans le domaine où vous êtes. On cherche même à voilà, dire je vous passe mon appareil, je passe à côté, faire autre chose. Je reviens, voilà, je vous vois plonger à fond dans mes messages en train d'en consommer. Peut-être qu'il cherchait une information. Peut-être qu'il cherchait une information. Si c'était une dame, ça s'entend. Oui, ça peut se comprendre. On peut supposer qu'elle cherche à avoir peut-être des photos, parce qu'elles sont souvent intéressées par les photos, les vidéos et autres. Mais pour un homme, c'est difficile à apprécier. Ou alors, peut-être qu'il a confondu le phone, votre phone avec le sien. Non, il n'y a aucune raison de confusion. De la curiosité maladroite, ça s'appelle, tout simplement. C'est un déficit éducatif exprimé en société. Ahmed Arikpa. C'est moi. Bonne journée. Merci, pareil. Bon week-end. Merci. Continuez à faire ce que vous aimez faire. Pareil pour vous. Alors, on accueille Carlo François pour la revue internationale. Merci de prendre le rendez-vous de la revue Inter sur Eden Télévision que nous démarrons par la plateforme Le Monde Afrique qui nous informe de 4 morts dans entre opposants et forces de l'ordre en ce qui concerne l'élection présidentielle au Kenya. Le bilan des violences en marge de l'élection présidentielle jeudi 26 octobre au Kenya s'élève à au moins 4 morts, a-t-on appris de sources hospitalières
et policiers dans 4 comtés de l'ouest du pays, Oma, Baye, Kisumu, Migori et Saïa, touchés par de violents affrontements entre les partisans de l'opposition et la police. Le scrutin a été reporté à samedi, a annoncé le président de la commission électorale, Wafula Chebukati. Nous continuons cette revue et toujours par rapport à cette actualité concernant l'élection présidentielle au Kenya. La plateforme de radio France Internationale parle de forte abstention pour la présidentielle au Kenya. Uhuru Kenyatta donné vainqueur. Le Kenya a vécu jeudi 26 octobre une nouvelle présidentielle après l'annulation du scrutin d'août dernier. Cela ne semble pas avoir amené la sérénité dans le pays puisque cette deuxième élection a été boycottée par le leader de l'opposition Raila Odinga. Le vote est marqué par une forte abstention et des incidents ont émaillé la journée. 4 personnes ont été tuées dans de violents affrontements avec la police. Ce vendredi, les premiers chiffres tombent. Les médias annoncent une victoire du président sortant. Toujours par rapport à cette même actualité, mais non changeant de plateforme. African News, par contre, parle de la présidentielle reportée à samedi dans 4 comtés de l'Ouest. L'élection présidentielle est reportée à samedi dans 4 comtés de l'Ouest du Kenya. Touché jeudi par de violents affrontements entre partisans de l'opposition et la police, a annoncé le président de la commission électorale. Concernant toujours les informations en Afrique, nous sommes avec Jeune Afrique qui nous parle de la démission du ministre de la Culture. Nous sommes au Burkina Faso. Il est déçu par l'action gouvernementale. Tahirou Barry démissionne du ministère de la Culture. C'est une surprise, y compris pour ses proches collaborateurs. Le ministre burkinabé de la Culture et du Tourisme, Tahirou Barry, a annoncé sa démission du gouvernement, évoquant une grande déception dans une déclaration publiée jeudi. Autre information dans cette revue internationale, il s'agit de la déclaration du président du Nigeria, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui pense un président qui s'accroche, ce n'est pas bon pour personne. Il s'est donc prononcé par rapport à l'actualité au Togo. Merci. Nous continuons toujours avec les informations en Afrique, mesdames et messieurs. Nous sommes au Libéria avec la plateforme African News où un ancien chef de guerre se rallie à George Weah pour le second tour en ce qui concerne l'élection présidentielle dans ce pays. Le sénateur libérien et ancien chef de milice pendant la guerre civile, Prince Johnson, battu au premier tour de la présidentielle dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, a annoncé jeudi son ralliement à la candidature de l'État du foot George Weah pour le second tour du 7 novembre. Nous allons quitter l'Afrique maintenant pour l'Europe pour parler de la journée décisive en Catalogne qui est menacée de perdre son autonomie. Sommé par Madrid de se prononcer sur la tenue d'élection, le chef de l'exécutif n'a pas tranché jeudi. Le Parlement devra décider vendredi alors que la menace de la mise sous tutelle par Madrid se rapproche. Ça sera tout pour les informations à l'échelle internationale dans cette revue Inter. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle série. Très bon week-end à chacun et à tous. Nous ouvrons les clés du monde avec James William Baguidi. Bonjour à vous, James. Bonjour à vous, Loris Freddy Davo, et bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Au menu ce matin, Antonio Guterres en Centrafrique
une visite pour rien, c'est une interrogation. Je vous en avais parlé tout au début de cette tranche d'antenne de cette émission. Alors, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, achève ce 27 octobre 2017 sa première visite en République centrafricaine, pays sinistré où tout est à faire ou à refaire. Alors, la toute première question que je m'en vais vous poser, James William Gagidi, vous le savez, il a entamé cette visite le 24 octobre qui, vous nous en avez parlé ici, est la journée, la journée internationale des Nations Unies, évidemment. Alors, est-ce une coïncidence ou vous en faites toute autre lecture? On ne peut pas dire que pour une personnalité de cette envergure, de ce niveau, le choix d'une date pour débuter un voyage dans un pays peut se révéler totalement être de l'ordre de la coïncidence. Surtout quand on connaît la République centrafricaine. Oui, justement. Quand on connaît la République centrafricaine et on connaît le 24 octobre comme étant le jour des Nations Unies, le jour de naissance des Nations Unies qui, donc cette année, célébrait leur 70e anniversaire, on peut déjà s'imaginer que ça ne peut pas être une coïncidence. La République centrafricaine, au cœur du continent africain, vous l'avez dit, est un pays sinistré. Le choix qui a donc été fait par le secrétaire général des Nations Unies pour se rendre sur place procède avant tout d'un symbole. Le symbole de ce que l'Organisation des Nations Unies veut consacrer plus de temps, plus d'attention à la situation en Centrafrique et veut surtout parvenir à régler ce problème qui n'a duré que trop longtemps. Ainsi que vous le savez, la Centrafrique est en crise depuis l'année 2000. Je dirais même vers la fin des années 90 avec le président Ange Félix Patassé qui a connu affronté de nombreuses rébellions et mutineries. À lui aura succédé le président Bozizé qui l'a renversé à l'occasion d'un coup d'État. Bozizé lui-même renversé une dizaine d'années plus tard par un autre coup d'État commis par Michel Djotodia. Des problèmes qui étaient des problèmes politiques sont devenus avec le temps des problèmes ethniques et plus au-delà même du problème ethnique se pose aujourd'hui un problème communautaire qui oppose d'un côté des musulmans et de l'autre des chrétiens. En réalité, la population elle-même chrétienne ou musulmane n'est pas forcément intéressée à cette rivalité, mais ce sont des factions rebelles qui, au sein de l'État centrafricain, pour le contrôle du territoire, pour le contrôle des ressources, engendre et entretient cette crise que le secrétaire général des Nations Unies a décidé de venir voir dans quelle mesure il peut solutionner. Donc le choix de ce 24 octobre pour débuter cette tournée, une tournée qui a duré quand même 4 jours, c'est extrêmement rare pour le secrétaire général des Nations Unies, pour une personnalité de son envergure, comme j'ai déjà dit, de se rendre dans un pays et d'y passer autant de temps. Le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu à plusieurs endroits en Centrafrique où la crise est prégnante, où la crise est très importante et il a pu toucher du doigt vraiment une situation qui est extrêmement grave. Alors, la question suivante, je vous la pose comme si vous étiez de la délégation de Antonio Guterres. Alors, dans quel état a-t-il trouvé la Centrafrique? Oui, vous savez, on n'a pas besoin d'être de la délégation d'Antonio Guterres pour imaginer et pour voir déjà à travers les images qui nous sont renvoyées. Et pour ma part personnelle, je connais un certain nombre de Centrafricains avec qui j'échange et qui parfois me parlent de ce que leur pays est devenu. On voit ici Antonio Guterres accueilli à l'aéroport et quelques instants plus tard, on l'a vu en train de visiter à Bangassou ces populations musulmanes qui sont contraintes pratiquement de vivre sous la protection de l'Église catholique, sans quoi les milices anti-Balaka qui se réclament de religion chrétienne les auraient probablement massacrés. L'état dans lequel se trouve la Centrafrique est un état extrêmement grave qui procède pratiquement du nettoyage ethnique ou du
pas vers le génocide. Vous savez, aujourd'hui, la Centrafrique est dans un état extrêmement délétère. Il y a un contrôle sommaire qu'exerce le gouvernement d'Archange Touadéra, de Faustin Archange Touadéra sur la capitale et sur quelques zones autour de la capitale. Mais au-delà de cette zone située beaucoup plus à l'ouest, le territoire de la Centrafrique est sous le contrôle de nombreux groupes rebelles, de nombreux groupes armés hétérogènes qui se fondent sur ces questions communautaires pour la recherche de leur intérêt propre. Et donc, pour certains, demandent la partition du pays, pour d'autres ne visent que l'exploitation des ressources minières qui sont extrêmement nombreuses en Centrafrique. On sait très bien que la Centrafrique est l'un des pays les plus pourvus en diamants sur le continent africain. Et s'il était un pays en paix, un pays bien gouverné, je pense que ce serait un des pays les plus riches du continent, à condition bien sûr que les thèmes de l'échange, ça c'est une autre paire de manches, que les thèmes de l'échange international puissent être des thèmes équitables. Donc, Antonio Guterres a trouvé une Centrafrique meurtrie, une Centrafrique au bord du génocide, une Centrafrique qui est en plein dans une crise humanitaire qui n'a que trop duré. Et Antonio Guterres, venu pour apporter des solutions, a entendu beaucoup de choses qui probablement l'ont laissé sans voix. Vous en parliez tantôt. Quelles sont-elles ces solutions que Antonio Guterres compte apporter sur place? Bon, Antonio Guterres est déjà venu pour, dans un premier temps, toucher du doigt ce qui se passe. De nombreux rapports des Nations Unies et des organisations humanitaires ou même des organisations des droits de l'homme, des ONG privées, des ONG donc des droits de l'homme, ont révélé que la situation en Centrafrique était une situation grave. Et donc, en tant que secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres est venu pour se rendre compte par lui-même de cette situation et proposer éventuellement des solutions. Déjà, avant même son départ, il estimait que la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine, était en sous-effectif. Il a constaté par lui-même également que c'est seulement 30% des besoins de la Centrafrique qui sont pourvus par l'assistance internationale. Donc, 70% des besoins ne sont pas couverts, ce qui donc laisse la Centrafrique plus que jamais dans son état catastrophique. Donc, il propose notamment l'augmentation du nombre de casques bleus. Il propose, ne serait que dans un premier temps, de porter les casques bleus à 900 casques bleus de plus sur les effectifs qui sont actuellement déployés sur le territoire et qui, naturellement, ne parviennent pas à sécuriser ce territoire qui est pratiquement l'un des territoires les plus difficiles à sécuriser sur le continent africain. À l'occasion de ce renforcement des casques bleus, il y a peut-être moyen de trouver la solution sur le plan sécuritaire, mais c'est encore un peu difficile de l'assurer. Il faut également, et Antonio Guterres l'a dit, que les groupes armés arrivent à un désarmement. Et c'est cela, d'ailleurs, la question la plus cruciale. Si le désarmement peut avoir lieu, parce qu'on en a tellement parlé, on en a parlé du temps de Patassé, on en a parlé du temps de Bozizé, on en a parlé du temps de Djotodia, on a parlé du temps de Madame, l'ancienne présidente Catherine Samba Panza, on en parle du temps de Touadéra. Il y a une nécessité, un impératif de désarmement des milices, mais aussi une nécessité de désarmement des cœurs, des intentions. Parce que, du mental. Oui, du mental, du centrafricain. Parce qu'il y a des rancœurs qui subsistent. On a vu des actes qui ont été posés un jour même où les forces armées centrafricaines, on a commencé à les réarmer. Il s'est fait que c'est justement juste après le départ de la présidente Catherine Samba Panza qu'un jeune musulman du quartier PK5 s'est fait lyncher pratiquement sous les yeux des forces armées qui n'ont pratiquement rien pu faire pour sauver ce jeune homme. C'est dire que la haine, la propagande
musulmane et anti-chrétienne en Centrafrique a atteint un tel niveau que la tolérance est arrivée à son niveau le plus bas jamais constaté en Centrafrique. Et c'est pour cette raison que les solutions proposées par le secrétaire général des Nations Unies donc, tiennent forcément compte de ces éléments, mais ce sont des solutions qui sont également un peu difficiles de mon point de vue à mettre en œuvre. Et vous croyez en un certain changement à l'issue de cette visite du secrétaire général de l'ONU? C'est peut-être là la réponse que je pourrais apporter à cette interrogation que vous avez donnée au début. Est-ce une visite pour rien? Je suis dans l'obligation, dans la triste obligation de me dire ou de répondre par oui à cette question-là. Est-ce qu'une visite pour rien? Parce que ce n'est pas parce que le secrétaire général des Nations Unies est allé sur place que les pays donateurs vont combler le déficit qui existe à l'heure actuelle du jour au lendemain. Il manque 70% des ressources nécessaires par an à la Centrafrique pour mieux se porter. Et chaque année, les ressources fournies par les États ou par les organisations ou par les mécènes qui aident la Centrafrique, les ressources diminuent. Parce que c'est une crise qui est extrêmement grave, mais qui est également une crise oubliée parce qu'on en parle peu. On ne fait pas attention à la Centrafrique. La France, qui avait déployé une opération militaire sur place, a déjà retiré cette opération qui a quand même permis de sécuriser en partie la capitale Bangui. Les Français sont encore un peu présents à Bangui, mais au-delà de cette présence qui est surtout dans la zone de l'aéroport, au-delà de la capitale, il n'y a pas grand-chose qui se fasse par les forces internationales pour la Centrafrique. La mission des Nations Unies n'a pas le droit de prendre l'initiative de lutter contre les groupes armés. Cela engendrerait des conflits qui pourraient coûter la vie à de nombreux soldats des Nations Unies. Or, les Nations Unies ne sont pas dans cette dynamique de mener la guerre contre les groupes armés. Ils sont d'abord là pour protéger les populations. Et si il n'y a pas d'attaque directe contre elles, leur mandat ne leur permet pas d'avoir une action proactive. Au-delà de tout cela aussi, c'est que la Centrafrique a des acteurs politiques qui ne s'entendent pas et qui apparemment ne veulent pas renoncer à leurs intérêts propres, à leurs privilèges, que ce soit pour les groupes armés qui contrôlent des régions où il y a des mines qu'ils sont en train d'exploiter, ou que ce soit pour les gouvernants actuels, ceux qui se partagent le pouvoir autour du président Faustin Archange Touadéra à Bangui et environ. Il y a un peu trop de radicalisme, même si le président Faustin Archange Touadéra est élu démocratiquement il y a quelques années, il y a à peine 2 ans, semble pétri de bonne volonté, mais il ne suffit pas que un seul homme soit pétri de bonne volonté. La situation en Centrafrique est telle que si tous les acteurs ne se mêlent pas de la proposition de solutions ou de l'apport de solutions, cette visite de Antonio Guterres aura été une visite pour rien. Et malheureusement, c'est la situation, c'est la réponse que je crains de devoir donner à votre question. Je voulais emporter la petite parenthèse que vous avez ouverte tout à l'heure. Malgré sa bonne volonté, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, peut-il se prévaloir de diriger la Centrafrique ou une partie de la Centrafrique? Faustin Archange Touadéra dirige une partie de la Centrafrique, une partie mineure, la capitale, quelques régions de l'ouest du pays, mais plus on va vers l'est, plus les groupes armés font la loi. Que ce soit les anciennes milices Seleka, désormais totalement retournées dans leur division, qui s'affrontent même entre elles, qui pour certaines s'allient à des groupes anti-Balaka pour affronter d'autres milices Seleka. C'est devenu vraiment une chienlit, la Centrafrique, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Devant une telle situation, Faustin Archange Touadéra, qui souhaite avoir une armée nationale dynamique, présente, capable de fonctionner, est également confronté à un autre problème, c'est celui de l'embargo sur les armes qui frappe la Centrafrique. Effectivement, les Nations Unies ont estimé que si on laisse les Centrafricains avoir la liberté de se procurer des armes facilement sur le marché international des armes, il y a ce risque que la guerre s'amplifie. Justement, cet embargo qui frappe les groupes armés frappe également de la même manière l'armée centrafricaine. Et le pire de tout, c'est que l'armée centrafricaine, très officiellement, n'ayant pas le droit de s'armer, de se doter
de matériel ne peut pas donc améliorer ses capacités, tandis que les groupes armés, eux, ils peuvent, par les frontières poreuses qui existent, par les circuits du marché noir, se procurer énormément d'armes et donc se renforcer face à cette armée nationale, les FACA, qui sont devenus aujourd'hui peut-être un groupuscule destiné à la sécurité du président de la République, à la sécurité de la capitale Bangui, à quelques régions, mais qui n'ont pas véritablement les moyens de reconquérir la totalité du territoire et de le sécuriser. Déjà même que les forces des Nations Unies qui sont présentes n'en ont pas les moyens. Alors, la délicatesse de la situation qui prévaut en Centrafrique mérite bien plus que 72 heures de visite. 96 heures de visite, c'est déjà un peu. Ce n'est pas parce que le secrétaire général des Nations Unies aura élu domicile à Bangui ou bien même à Bangassou ou à Bria ou que ce soit en Centrafrique que la situation va se calmer. Bien au contraire, il se mettrait en danger personnellement, il mettrait en danger les soldats chargés de sa protection, il mettrait en danger... Il n'apporterait rien en passant toute sa vie en Centrafrique, vous savez. La solution à la crise centrafricaine se trouve entre les mains des Centrafricains, se trouve dans les cœurs des Centrafricains, des acteurs politiques centrafricains, des acteurs militaires centrafricains qui se partagent le territoire et qui n'ont d'autre objectif que de gagner de l'argent, notamment par l'exploitation des ressources minières. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, quand on n'aura pas amené la jeunesse à renoncer à s'engager dans ces groupes armés où ils sont malheureusement aujourd'hui bien mieux payés que quand ils travaillent pour l'administration ou pour des acteurs privés, il n'y a pas de solution envisageable à court terme à cette crise centrafricaine. C'est tout simplement triste. Et c'est vraiment d'une grande tristesse. Merci James. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bon week-end. Avant votre descente de ce plateau, moi je vous propose de savourer du retro à Lidjez, vous le connaissez, Lidjez, le chantre du hip-hop togolais. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, vous le connaissez. Quand vous aurez goûté aux toutes premières minutes, aux toutes premières secondes, je dirais, du clip, cela réveillera en vous les bons vieux souvenirs du hip-hop, de ce James des années... Savez-vous que j'ai été DJ 2000. Je me souviens déjà à Ali James, si vous en parlez, il a chanté quelque chose en exhortant les jeunes filles justement à faire le bon choix. À faire le bon choix. Encore comme ça. En griffe. À faire le bon choix. Allez, on savoure Ali James, on revient juste derrière. Koyo wa me no be lolom se no kwaye kwenyi fra nyonu nyane wa yo e ato kwenyi ba nyonu wa hasiole ebe coup de foudre ame wa ngbalé jede kukune lo lo fafande le miatome akpa e do ben flexion be ma yimu wonde o e ya do rhythm and blues Chrissy Kwali Jazz nyonu go le kete nai e che la gbem fa lo fafande kimbe masono mugasi agame le kete to na nyao damno anye ko mi le ju e le feu et nous que yon bon, on l'a payé yon bon, et nous que yon monsieur, on l'a payé yon c'est, nous sommes Zanaga, enfin nous sommes les Clodi, nous sommes les Favia, et nous nénéa, papa Wabenya, yé les Hadjrava, ibe papa papa Djambe Miawe, les Nugodo yé nye domse, papa les Fanon, un jeune comme ça, va te donner quoi? Boîte postale, on doit tinamo. Mujova email a dit, on doit tinamo. Moujon le téléphone, on peut be ma soeur, on va le dima.
o ma glenama yeku oye rene yebe sunanam yeku okwela gbarale yebe la gbasunam papa won yade enu opojo leji ebe lolo akojo de kaje fi akojaja lolo akojaja peje fi akojaja lolo akojaja iko kisi jogbeko be ano chakama mula sito pleno ameke yo loa eye ko la sona dine kekekira dome ebi agbawo o la clé dominam de kaje vi odon papa le glombe de kaje vi okosona pantalon kuna do glinti le homea o do le jakloa nke bela temona o ali just one for love Yenye Domse, papa le fanon, un jeune comme ça, va te donner quoi? On va vendre le meunier. Nawa. Asona wo, on va vendre le meunier. Yakumeka. Asona wo, on doit la plaine. on va vendre le meunier. Nawa. Asona wo, on va vendre le meunier. Yakumeka. Asona wo, on doit la plaine. Unatao mezeton, les mini-chimés. Muyona Niko c'est ton les mini chimé matem non lolo meton les mini chimé là pas problème nibe papa mano miamo amia meton cha on a lolo ya joko gbedeo e yam joko gbedeo là o matem yi papa ba ho me o madame le e la cloyato e lola no yo be madame fontonya bena muye ni madame e holo tonya bena muye ni madame si nous dontiwo famia wonu toto na hosafle ato madame ato nous machin machin matwa lo gavian tono nya lo gavi kodulu mia no zomi quoi qui blomlo alors gavi renouvelable a media bio renouvelable mano doa lo gavi no e PCAP mano bio taula e PCAP papa ya to kweni un jeune comme ça va te donner quoi? on va vendre le meunier. Nawa. Asona wo, on va vendre le meunier. Yakumeka. Asona wo, on doit la plaine. on va vendre le meunier. Nawa. Asona wo, on va vendre le meunier. Yakumeka. Asona wo, on doit la plaine. on va vendre le meunier. 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 Ah oui, belle question, n'est-ce pas? Un jeune comme ça va te donner quoi? C'est vrai, mais est-ce vrai que les jeunes ne donnent rien? Les jeunes donnent de leur cœur, de leur amour, même si ils n'ont pas une trempe financière à la taille des autres, que vous savez, James. Grosse question, non. Le jeune donne beaucoup de choses. Et puis, ce vieux qui pose cette question aujourd'hui, il a été jeune. Oui, et en son temps, il n'aurait pas aimé qu'un vieux vienne lui prendre sa copine. Et donc, en tout cas, c'est la roue qui tourne. Et Ali Jazz, qui à l'époque était ce jeune-là, ne l'a plus aujourd'hui. 20 ans, ne sera plus. Ouais. Et il aura peut-être encore. C'est là qu'il va poser lui-même la question. Une fille, l'autre jeune là. On pouvait répliquer la même question. Un vieux comme ça va te donner quoi? Attention, vous avez vu dans le clip, le vieux, il l'a amené. Oui, en dehors des hôtels. En dehors des hôtels, en dehors du soin. Mais des produits cosmétiques de valeur. Qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Elle ne veut pas que ça. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Beaucoup d'autres choses. Non, elle ne veut pas que ça. On va lui payer l'université, l'envoyer dans les meilleures écoles, les plus beaux restaurants. On l'a amené au supermarché, la jeune dépensait de l'argent. James, j'insiste, la jeune dame ne veut pas que ça. Ah, bon. On se comprend des mémoires. C'est vous qui savez ce qu'elle veut d'autre. C'est tout pour Matin d'Éden. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous et à lundi pour un tout nouveau numéro de Matin d'Éden. Ne ratez pas le premier grand rendez-vous de l'information. C'est tout à l'heure à 13h00 sur Eden TV. Bon week-end.